La soirée est placée sous le signe de l'hommage à ceux de 14-18. Ceux de 14-18 qui ont mené une guerre difficile, dans des conditions épouvantables, et qui, aujourd'hui, pour le souvenir, s'éloignent un peu dans le temps. S'éloignent dans le temps, mais je vais quand même vous évoquer une anecdote. Lorsque j'étais enfant, 10 ans, j'étais un sale gosse, et j'avais repéré que dans la famille, quand il y avait des repas, il y avait beaucoup d'anciens de 14-18, il y avait des blessés, des mutilés, des gueules cassées, et il y avait une tante que je détestais, et qui prenait un air exaspéré de Mater Dolorosa lorsque je poussais son mari à raconter sa bataille de Verdun. C'était un plaisir bien innocent que je réitérais, et je le regrette aujourd'hui. Je le regrette aujourd'hui parce que ces hommes avaient souffert, même si leurs épouses ont effectivement après beaucoup souffert du récit de leur guerre par leur mari. Ces hommes avaient beaucoup souffert, et aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir tout noté, parce que cette bataille de Verdun notamment, dont ils étaient fiers d'avoir résisté aux soldats de l'Empire allemand, eh bien cette bataille de Verdun, j'en conserve quelques souvenirs, mais je n'avais pas noté, un peu jeune et un peu méchant, je n'avais pas noté ce qui aurait dû l'être. L'avant-première de notre film « Si je mourais là-bas ». Ce film, et j'en parlerai tout à l'heure, il est placé, cette avant-première en tout cas, sous le signe de l'amitié, d'une triple amitié que j'évoquerai dans un instant. D'abord, je voudrais vous parler du film et de l'esprit dans lequel nous l'avons réalisé. Georges Duhamel, l'écrivain, disait à propos de 14-18, « Seuls les morts savent quelque chose ». Nous avons eu, nous, l'idée folle de penser qu'il en était autrement. C'est-à-dire que les vérités profondes sur cette guerre, ce terrible holocauste, n'étaient pas enfouies sous terre avec les morts de 14-18, mais qu'elles s'étaient enchâssées dans les mots et les images nées de l'imaginaire ou du témoignage de ceux dont c'était le métier, les écrivains, engagés volontaires ou non, en 14-18. Cette idée est une idée folle, puisque cela consiste à confronter les paroles, un verbe incandescent, d'un grand lyrisme, avec des images. Ça consiste à mettre en image le verbe, la littérature française, dans ce qu'elle a de plus accompli, de plus achevé, à travers une vingtaine d'écrivains, qui ne sont pas simplement des écrivains français, mais aussi des écrivains allemands, américains, anglais. Nous avons sélectionné une vingtaine d'auteurs. Cet exercice de la mise en image, c'est le plus redoutable. C'est un peu comme la mise en musique des vers, des poèmes. Victor Hugo disait « défense de déposer de la musique le long de ses vers », tellement ceux qui avaient écrit de la poésie redoutaient qu'une autre mélodie vienne s'ajouter à la leur propre. Eh bien, nous avions le risque, effectivement, d'ajouter des images à l'image, des images à des métaphores déjà extrêmement foisonnante, extrêmement dense. Le risque était triple, l'emphase, la paraphrase et la trahison. Je crois que nous avons su éviter ces pièges, grâce notamment au réalisateur Guillaume Lédet, et aussi aux trois prodigieuses voix, Jeannette Bougrave, les deux comédiens Stanislas Delatouche et Jean-Louis Cassarino, qui ont fait, je le dis d'autant plus volontiers que tout le mérite leur en revient, de ce film, quelque chose qui est entre le poème lyrique et l'antienne polyphonique. Maintenant, l'esprit dans lequel ce film a été fait. L'idée de départ est assez simple. Il y a une extraordinaire complexité des hommes dans leur rapport d'intériorité avec la guerre. La guerre est duale. Elle a plusieurs sens. Elle est polysémique. Et ce qui en est restitué est forcément ambivalent. Rien n'est alternatif ou disjonctif. Tout au contraire est complétif et cumulatif. C'est-à-dire que la guerre, par exemple, n'est pas transcendance ou déchéance. Elle est transcendance et déchéance. Elle n'est pas
souffrance rédemptrice ou violence nihiliste. Elle est les deux. Elle est sublimation et animalisation. Elle est grandeur et horreur. Elle est aussi régénération et barbarie. C'est la complexité de l'âme humaine placée à des circonstances et finalement une unité de mesure qui n'est pas humaine, qui est ce déchaînement, cet apocalypse. Nous avons essayé de restituer la folie et la grandeur. Le mot de surréalisme, eh bien, Apollinaire part à la guerre la fleur au fusil. Il écrit à sa maîtresse, Coligny, les poèmes à Lou, les lettres à Lou, il lui écrit ceci. Je crois que dans quelques jours, ça va être épatant. Et je suis bien content d'être chef de pièce dans ce formidable orchestre. Il ne croit pas si bien dire. C'est à penser que la guerre a accouché du surréalisme. Au fond, ça n'a rien d'illogique, parce qu'avec la guerre, le réel devient le fantastique, devient le surréel. Il devient le matériau essentiel de la littérature, délivrant ainsi tous les romanciers de selon quoi plutôt il pataugeait depuis le début du siècle, depuis la Belle Époque, c'est-à-dire le maniérisme ou le bavardage intimiste. Et il faut lire Apollinaire au premier degré quand il écrit, quand il dit « Ah, que la guerre est jolie, avec ses chants, ses longs loisirs », ou encore « Le temps est aux instincts brutaux, pareil à la guerre, et l'amour ». Dernier exemple, Céline. Il n'y a pas plus antimilitariste que Céline. Vous entendrez dans ce film les tirades les plus féroces. Or, Céline va faire l'objet il sera blessé au cours d'une mission. Vous savez, c'est le 14-18 voit le développement de toute la presse illustrée. La presse illustrée de photographie, l'illustration, le miroir, l'illustré national. Eh bien, un dessinateur représente Céline chargeant sur son cheval, il était cuirassier, au cours de cette mission où il a été blessé. La réalité est un peu différente. La légende qui s'est forgée par